Bonjour chers Ronin, bienvenue sur la chaîne Running Hood. Aujourd'hui on va parler de la review sur le Togakure Shinobigatana de chez Yarino Hanzo. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le Togakure Ryu? Alors je vous invite à écouter l'interview qui va suivre de maître Shihan Bernard Bordas, expert en ninjutsu en France. Je vous retrouve juste après. Pourriez-vous nous dire qu'est-ce qu'un ninja? Alors un ninja, traditionnellement, pour les Japonais, est un agent de renseignement. Pour plus le symboliser, on dit c'est une ombre. C'est-à-dire c'est quelqu'un que l'on ne voit pas, que l'on n'entend pas, c'est un fantôme. On ne le voit pas, on ne l'entend pas, et les Japonais insistent, on ne le sent pas. C'est très important. Le ninja n'a pas de nom, il n'a pas de forme, il n'a pas d'odeur, il ne laisse pas de traces. Ce qu'on appelle les sanmunin, c'est pas de nom, pas de traces, pas d'odeur. C'est un agent de renseignement, il va dans un endroit, la nuit, le jour, déguisé, pas déguisé, il prend les renseignements, il s'en va, et puis personne ne l'a vu. Et donc c'est pour chercher des renseignements, pour prendre des objets, pour prendre des plans. C'est aussi quelqu'un qui peut fabriquer des ponts, chercher des gués sur les rivières pour faire passer des troupes. C'est quelqu'un qui peut établir des cartes, donc c'est très fort en cartographie. Il se déplace le jour, il se déplace la nuit. Donc c'est quelqu'un que l'on envoie avant une bataille, que l'on envoie peut-être à la place même de faire une bataille pour sauver des vies. Le principe est qu'on ne déclenche pas une guerre, on ne déclenche pas une bataille, une attaque sans qu'un ninja ait d'abord eu son mot à dire, c'est-à-dire ait déjà pu aider les stratèges à établir la meilleure stratégie d'attaque, de repli, de défense, etc. Et c'est ce qu'on appelle le charme, c'est-à-dire le porte-bonheur de la troupe de combat. Il nous faut un ninja pour pouvoir éviter un maximum les erreurs. Est-ce que l'école Togakure provient de l'Iga Ryu Ninjutsu? D'après le Takamatsu-den, oui. D'après le Takamatsu-den, oui. D'après les gens d'Iga, non. D'après le professeur Ikeda, non. Donc, on va dire ce fait historique ne m'intéresse pas plus que ça. J'attends les conclusions des recherches qui seront des recherches tout à fait réalistes. Par exemple, il y a un livre plutôt qui a été créé l'année dernière, édité l'année dernière au Japon, qui sont études définitives sur les ninjas et le ninjutsu. Ça veut dire que tout ce que l'on sait sur les ninjas et le ninjutsu, sur la pratique, d'après justement les livres dont on a parlé, les densho traditionnels, des livres ont été faits par des groupes de reconstitution et par des chercheurs historiques. Ces livres sont faits, ils n'en feront pas plus. Tout a été écrit, tout a été dit. Maintenant, il y a d'autres recherches sur la véracité de ces textes, sur la véracité et l'utilité de ces textes. Et quand ces études seront publiées, à ce moment-là, je pourrai me prononcer parce que ce sera la version officielle des Japonais et des héritiers des écoles ninja sur les ninjas et le ninjutsu. Et j'ai hâte d'avoir la finalité de ces études universitaires. Des rumeurs circulent sur Internet comme quoi le Soke Masaki Atsumi serait un imposteur. Qu'en pensez-vous? Je ne suis pas au courant de ces rumeurs en disant que c'était un imposteur. On va dire, dans mes recherches, j'ai trouvé 2 sources de l'école Togakure. Donc, ce sont des recherches, on va dire, de chercheurs japonais. Donc, je vais vous citer ces 2 sources, sans jugement aucun. Il y a les sources que l'on trouve au Japon. Ishitani, on va dire, sur le Bugei Rua d'Ajiten. C'est en 1182, voilà. Il y a une guerre, la guerre de Genpei, bien sûr, et une personne appelée Daisuke Nishina, originaire du village Togakure, trouve un refuge dans les montagnes d'Iga. Voilà. Donc cette personne aurait été la première personne fondatrice du Togakure Ryu, dans l'école Togakure Ryu, au XIIe siècle. Préfecture de Nagano, c'est ce que l'on trouve dans la source dans tout le Takamatsu-den, ce qu'on appelle le Togakure Ryu Ninjutsu et Densho, donc dans les Densho que possède Atsumi Sensei, qu'il a hérité de Takamatsu Sensei. Dans une autre étude,
vous avez Hiroshi Ikeda, qui est un chercheur de l'université de Mie, à Iga Ueno, qui a écrit un livre qui s'appelle Ninjutsu Kento. Lui, il dit que le Togakure Ryu fut créé par Kansuke Yamamoto, qui était commandant en chef des forces armées de Takeda Shingen. Donc ce Kansuke Yamamoto était né en 1501, donc au XVIe siècle. Il s'appelait Haruyoki Yamamoto, il était de la province de Mikawa. Il devint moine bouddhiste, il prit alors le nom de Ganzuke. Il aurait écrit un traité de stratégie, le Koyogunkan, pour Takeda Shingen. Il est mort en 1561. Il était borgne, boiteux, mais excellent lancier, était un guerrier redoutable. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les provinces de Nagano et les provinces de Mikawa sont des provinces qui se touchent et qui sont juste à côté donc du lac Biwa, très près de Iga Ueno. Donc je n'ai pas de préférence dans ces deux sources. Je pratique les écoles que j'ai reçues, les techniques que j'ai reçues de l'école Togakure. Je n'ai pas reçu d'école d'autres techniques de ninjutsu qui viendraient de Kansuke Yamamoto. Je ne sais pas si ça existe d'ailleurs. Voilà, moi, au point où j'en suis, je veux dire, à l'état des recherches, je n'ai que 2 versions. Est-ce qu'il y a plusieurs versions? Je ne sais pas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les études sur le ninjutsu au Japon commencent juste depuis le mois de septembre 2013. Donc avant le mois de septembre 2013, il n'y avait pas de recherche au Japon sur le ninjutsu. Et là, à la fac de Mie, donc plusieurs personnes, que ce soit Kiyomoto Sensei, Kawakami Sensei, Keda Sensei et d'autres autres personnes, qui sont des professeurs de faculté ou des héritiers de certaines traditions, ont mis leurs connaissances en commun pour trouver les origines exactes du ninjutsu. Ils ont analysé le Mansenshukai, ils ont analysé le Nimpiden, le Shoninki, ils voient quelques traités de guerre, et ils se font leur idée, ils font des conférences pour expliquer à quoi servaient ces livres, par qui ils ont été écrits, est-ce que ces personnes étaient ninjas ou pas. Ils sont en train un petit peu de écrire maintenant l'histoire du ninjutsu. Ce qui voudrait dire que tout ce que l'on sait sur les ninjutsu avant, tout ce que l'on savait sur le ninjutsu avant, écrit par les Japonais, ne tenait que du Nimpuikan, du Basenshukai, du Shoninki et du Nimpiden. Donc, ou du ninjutsu Ogukui, par exemple. Mais bon, ce sont des écrits japonais. Je ne parle même pas des écrits occidentaux, je n'en tiens pas compte. Que pensez-vous du soke Jinichi Kawakami? Alors je ne connais pas Kawakami personnellement. Je pense ce que les chercheurs disent, hein. C'est-à-dire c'est une personne qui est en ce moment même où je parle à la fac de Mie, hein, donc la fac Iga Ueno. C'est une personne qui s'occupe plus ou moins du musée de Iga Ueno. Que dire de plus? Il est on va dire le mentor de mon élève Guillaume Lemanien, qui en ce moment vit à Iga Ueno et a été reconnu comme chercheur à la fac de Mie, donc en ninjutsu, chercheur en ninjutsu. Donc c'est Kawakami Sensei, son maître de recherche. Je n'ai pas de jugement de valeur sur cette personne. Quand je la rencontrerai, voilà, on refera une autre interview. Merci d'avoir écouté cette interview, si vous en avez eu la patience. Et bien sûr, vous aviez eu juste au-dessus l'extrait donc de la définition de Wikipédia. Bon, elle est en anglais, mais vous pouvez la trouver en français. Et vous avez eu pas mal d'images d'illustrations qui venaient de Togakure Ryu Bujinkan ou de Togakure Ryu d'autres styles de ninjutsu qui sont pour la plupart issus également du Bujinkan, et d'autres images d'illustration. J'espère qu'elles vous ont plu. Donc ça me semblait important de savoir de quoi on parle. Là, on est sur ma 2e phase de recherche sur les ninjutsu, suite aux nombreux épisodes que j'ai pu faire avec le Ninjato de chez Murazame, et les différentes thématiques autour de ma première phase de recherche, autour de ce que pouvaient être les ninjas historiquement, donc les shinobi no mono. Et cette discipline qui est quand même vraiment surprenante, qui regroupe énormément de disciplines,
que ce soit en Togakure Ryu ou dans les autres styles de ninjutsu, avec bien sûr le taijutsu, donc une espèce de self-défense féodale, le shuriken jutsu qui m'intéresse particulièrement, et le kenjutsu sur la chaîne Ronin Hood. Donc voilà, c'est vraiment très impressionnant, c'est complètement différent de tout ce que je connais, je suis complètement néophyte, je fais juste ces recherches pour enrichir mes connaissances en shuriken jutsu et bato jutsu, kenjutsu, et donc voilà, c'était la deuxième phase de recherche. Maintenant, nous allons passer à la review avec la marque, donc Yarino Hanzo, du vendeur Katana Mart, et le modèle de ce Togakure Shinobi Katana. Tout d'abord, Yarino Hanzo, j'ai déjà fait plusieurs reviews sur 2 sabres sur cette marque. C'est une marque qui est plutôt low cost, avec des sabres entre 100 et 1300 € qui sont censés être practical. Ils ont apparemment des accords avec une fédération japonaise du style Toyama Ryu, qui est un style qui est né après la Deuxième Guerre mondiale, style que j'affectionne particulièrement, qui pour moi est le style le plus efficace et le plus épuré en pratique de Batodo Batojutsu. Voilà, ça c'est la gamme supérieure aiguisée dont laquelle est issu le Shinobi Katana. Également le sabre Araki que j'ai reviewé il y a plus d'1 an maintenant je crois, qui était un sabre très joli, et puis avec mon point de vue, vous pourrez regarder la review si vous le souhaitez, donc du sabre Araki. Les prix ont légèrement augmenté chez Katana Mart, d'à peu près 50 € sur leur modèle pour l'instant. Et là aujourd'hui, donc on va reviewer le Togakure Shinobi Katana, donc qui fait un tout petit peu moins, on va dire approximativement 500 €. Donc c'est plutôt 500 €, c'est la délimitation entre les entrées de gamme practical par exemple de Shanwei et la classe moyenne. Donc on va dire que c'est un low classe moyenne, c'est-à-dire vraiment les prix de démarrage des sabres de classe moyenne qui sont plutôt entre 600-700 € la plupart du temps et vont jusqu'à 1500, 2000 ou 4000 € pour les produits made in China selon les marques et les niveaux de qualité. Donc voilà, vous pouvez voir les photos. C'est un sabre Shinobi Katana, donc qui veut dire Katana Shinobi, donc c'est une lame plus courte et elle est assez large et elle a une longue kisaki sur ce modèle typique Togakure Ryu que j'ai vérifié sur des archives de Hashi Matsuri, je crois l'ancien Soke. Je prononce peut-être pas très bien son nom parce que là j'ai pas l'article Wikipédia devant moi, mais en gros il explique que ce sabre est redoutable de par sa vitesse de déclenchement, parce qu'il est plus court et que la lame est assez large. Et c'est vrai que j'ai vérifié, Maître Hatsumi utilise bien ce type de sabre, donc c'est vraiment raccord avec le style Togakure. Donc là on a normalement un Hamon type Gunome Shoji. Moi j'ai vérifié et normalement il est plutôt type Midare, mais comme le Hamon est très léger sur les sabres Yarino Hanzo, c'est pas évident. On a un Okisaki de 14 cm, ça c'est vraiment très particulier. Okisaki ça veut dire grande Kisaki. On a un Asiami 95, Kurigata, Koiguchi et Kojiri sont en corne de buffle, ton noir et marron, c'est très joli. Donc on a une Tsuka qui est censée être de 28 cm, le Tsukaito est censé être en soie noire, peau de raid couleur noire, la Tsuba style Mokogata, et le style de la Sai est censé être Kuroro Ishime, et Sageo en coton noir. Mekugi Battle Ready avec 2 bambous et le poids est censé être de 1100 grammes. Et bien sûr, corne de buffle sur Koiguchi, Kurigata, Kochei comme je viens de le dire à l'instant. Donc voilà, c'est un sabre type Shinobi Katana, donc avec une lame plus courte entre la lame d'un wakizashi qui fait en général 40-45 cm et celle d'un katana qui fait entre 70 et 80. Donc là ça fait 57 cm, et là au niveau donc de la Nagasa, et là c'est le motif du Hamon type Gunome, et là un Shoji, donc ce sera un mix entre les deux. Pour ma part ce n'est pas le cas, mais c'est pas très important. Voilà, c'est juste pour vous rappellerai un peu plus tard quand je vous parlerai du Midare que moi j'ai pu constater. Donc maintenant l'unboxing, donc c'est le deuxième sabre type Shinobi qu'on va reviewer sur la chaîne Ronin Hood. Il a été extrêmement surprenant. C'est le 3e sabre de chez Yarino Hanzo et sûrement le dernier en ce qui me concerne que je vais reviewer. Et je dois dire que
c'est des trois le seul qui m'a fait une impression vraiment positive. Tout d'abord parce que j'aime pas les équilibrages, donc les distributions du poids sur les sabres Yarin Hanzo, parce que ils sont toujours type ce que j'appelle C1, c'est-à-dire avec la majorité du poids réparti autour de la Tsuka et jusqu'à 20 cm, donc difficile de transférer son poids jusqu'à la pointe ou jusqu'au point de coupe. Donc en général, avec le type de garde de tenue de Tsuka que j'utilise dans ma pratique et vraisemblablement plutôt en Toyama Ryu, je trouve que c'est pas évident avec ce type d'équilibrage. Mais hormis ce point qu'on reverra un petit peu plus tard, c'était un sabre très surprenant. Et on va commencer donc cette review avec les mesures. On peut voir que c'est une lame avec donc une Kisaki qui est très longue, une lame qui est très large, et au niveau des couleurs, une sobriété qui est totale. Il n'y a que 3 notes visuelles. Il y a la note de l'acier, la note du cuivre qu'on voit sur la fleur de cerisier, sur le menuki et la habaki, et le reste est noir. J'adore cette sobriété. Et même le raccord avec la Koiguchi, si on est très tatillon, et les sépas, et ton cuivré, ce qui fait quelque chose de vraiment très très joli. Voilà. Donc l'acier c'est du Mi-95 avec 0,95% de carbone. On peut voir que oui, les sépas et les shitodomé, donc ce que je voulais dire juste avant, sont cuivrés. Donc du coup, il n'y a pour moi aucune faute de goût. On est entre tradition et modernité. Toute la force du design des propositions de Koshirae de chez Yarin Hanzo. On a la type Shinogi Zokuri. Elle a un low Shinogi Ji-Suji avec un Shinogi Suji qui est très étroit, donc il est bas, et avec un type de forme de lame qu'on appelle Inariku Kareru. Donc c'est une lame qui serait à mon avis trop fragile en cas d'erreur d'alignement de tranchant sur du bambou. Donc d'emblée, comme j'ai déjà fait des tests avec du Inariku Kareru sur du bambou, à la moindre faute d'alignement, vous pouvez casser la lame. Donc je n'utiliserai pas du tout cette lame sur du bambou. En revanche, sur du Omote, vous allez voir, ça marche super bien. Donc on avait un point d'équilibrage à 8,7 cm après la Tsuba. On a une Kashira avec ce très joli motif. Sur toutes leurs Kashira, Fushikashira, Tsuba, leurs Koshirae en règle générale, ils sont très bons, je trouve, chez Yarin Hanzo en termes de design. Pour moi, c'est du coton chinois avec Ishigami. Donc là-dessus, gros point fort de solidité. Ça n'a pas bougé. Et pourtant, j'ai pratiqué vraiment longtemps avec ce sabre avant de le reviewer. Il a été vraiment éprouvé en termes de pratique en intérieur dans mon dojo. Et honnêtement, même si c'est du coton, ce qui n'est pas un matériau très très noble, pour ce prix, je trouve que ça reste quand même très convenable. La Samegawa, elle n'est pas premium parce qu'il n'y a pas de nœud d'empereur, comme on dit sur les Samegawa premium. Mais elle est très jolie, elle est très convenable. Honnêtement, j'ai rien à dire. Par rapport au prix, on reste dans quelque chose de vraiment, vraiment bien, quoi. Vous allez voir, enfin... ce qui est étonnant sur cette review, c'est comme elle suit l'Ikazuchi. J'ai donc fait les coupes avec l'Ikazuchi seulement 48 heures ou 3 jours avant celle faite avec celui-là. On va avoir un versus qui sera terrible. Menuki, donc très joli, en forme de fleur de cerisier, donc Cherry Blossom, à ma connaissance, si je dis pas de bêtises. Toujours le design est super joli à regarder. J'aime beaucoup en règle générale les Koshirae de chez Yarin Hanzo. Je pense que c'est leur point fort, ce qui doit attirer leur clientèle. Les Mekugi, ils sont pas très propres, je trouve, parce qu'ils doivent être vraiment difficiles à retirer et donc vraiment difficiles à remettre après réassemblage avec jeu, etc. Donc beaucoup de bricolage, 10-12 heures de bricolage quand on n'aime pas trop ça, pour être sûr que le sabre est bien réassemblé. Moi personnellement, ça me tenterait pas de le désassembler, donc je tenterai pas avec ces deux Mekugi. Battle Ready, donc Tsuba 7 cm sur 7,5. Donc je crois que c'est sur le thème de la fleur de chrysanthème. C'est pas cuivre, couleur cuivre, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, et la Habaki avec ce mélange entre ce cuivre noirci
je trouve que ça le fait carrément en termes de visuel, de design, d'élégance. Là, on voit l'assemblage là, entre la lame, le ha de la lame et le menuki, la habaki pardon. Et Motohaba 3,55 cm et Sakihaba 2,7 cm. Donc c'est vraiment large, comme un Dotanuki. Motokasane, Sakikasane 4,3 et c'était je crois 7 mm pour le Motokasane. Amon pour moi c'est type Midare et non Gunome Shoji. Après il est très peu visible. Moi ça me gêne pas parce que pour la pratique honnêtement, tant que le sable fonctionne, je suis très content. Il y a certaines personnes qui collectionnent, qui pourraient préférer un Amon beaucoup plus visuel. Nagasa 57 cm, c'est donc une lame courbe, contrairement au Ninjato de chez Murasame, qui était une lame droite. Avec un allègement de lame, ce que vous avez pu voir sur la review du Ninjato de chez Murasame. Donc Sori 8 mm, il y a très peu de courbure, mais il y a quand même une courbure. Et longueur de la Tsuka 29 cm, Tsuka forme c'est Aishi, ma préférée. Linerimaki pour le Tsukamaki, épaisseur 2,7 à 3 cm et 3,3 à 3,8 pour la largeur je crois. La lame elle est très tranchante, j'ai rien à dire, c'est une lame qui a très très bien fonctionné. Je fais maintenant tout ce qui est les mesures après avoir coupé. Donc la Kurigata Shitodome, j'aime beaucoup. Ton noir et marron, ce que je trouve encore plus authentique dans l'impression visuelle, bien sûr. Tout ça étant fabriqué en Chine. Mais la forme qui est carrée, ça change de d'habitude. Et les Shitodome sont très bien fixés. Les Koiguchi chez Katana Mart sont toujours très serrés. Et j'aime bien parce qu'en fait, du coup, après plusieurs séances de pratique, on n'a pas besoin de faire de réparation. Donc à chaque fois, ils les font vraiment, quand il y a de la corne de buffle, très serrée. Et en fait, ça dure vraiment longtemps, donc ça c'est assez chouette. Ce qui fait que si c'est trop serré, vous pouvez légèrement en retirer un peu avec une lime, et ça vous évite de faire l'inverse, c'est-à-dire de rajouter des copeaux de bois et de faire toute la manutention une fois, deux fois, trois fois. Quand on pratique régulièrement, la Kojiri, elle est très jolie. Pour moi, type Saya, c'est Inden. Peut-être que je me trompe, mais j'ai fait certaines petites recherches. Sageo, pour moi, c'est synthétique. C'est pas du coton, je peux me tromper, mais à mon avis c'est d'origine synthétique, ça ne me dérange pas du tout, ni pour la gamme de prix, ni pour la pratique, car c'est très épais, c'est très solide, ça tient très bien, donc même si c'est synthétique, ça me va pour cette gamme de prix. Shinonome, donc pour moi c'est du coton mixé, donc partie rouge coton et intérieur blanc en polyester je pense, mais je suis très fan des Shinonome de chez Yarino Enzo, parce que le design est authentique, c'est joli, c'est simple, et c'est pas du tissu trop cheap, trop fin, et donc pour ranger convenablement un Shinken, je trouve que c'est vraiment satisfaisant. Donc c'est encore une fois avec le design, leur deuxième gros point fort, c'est tout leur textile en termes de design, je trouve sont agréables. Et se distinguent de certains textiles de Shinonome que je trouve vraiment trop cheap. Togakure Shinobi Katana Yarino Enzo, donc 57 cm de Nagasa, lame type Togakure Shinobi. Carbon steel, donc acier, carbone dans l'acier type Mi 95, poids 1020 grammes, pratiquement même poids que le Okaze de chez Bushiden, 8,7 cm de point d'équilibrage après la Tsuba. Voilà, ça c'était première coupe sur papier, ça date d'il y a un certain temps. Je coupe pas de la même manière, le temps fait son œuvre. Voilà, donc ça c'est des tests en intérieur, dans mon dojo. Et là on va couper des bouts de carton, c'est des rouleaux de papier toilette assemblés pour faire un espèce de petit bâton de carton équivalent comme sur la coupe sur bambou, sans inertie. Ça ne coupe pas, alors c'est assez raccord avec les tests que j'ai fait avec les autres sabres lors de la review du Ikazuchi, parce que les lames qui sont type Noi ont beaucoup plus de difficultés à couper des matériaux plus légers sans inertie. Donc c'est des lames beaucoup plus adaptées pour des matériaux durs et lourds, type Omotemu Gendachi ou bambou. Donc voilà, elles ont une meilleure pénétration sur les matériaux qui sont plus lourds. Et là ça a réussi, mais c'était la seule coupe que j'ai réussi sans inertie et elle n'était pas propre du tout. Voilà, pourtant j'ai fait de mon mieux. Vous avez pu voir que même l'Ikazuchi sur les matériaux légers
type, donc là c'était des petites sections de gros cartons, de tubes de gros cartons. Là effectivement j'ai des matériaux un petit peu moins quali et des sections plus petites, mais le Ikazuchi a réussi. Donc là on a des informations intéressantes en termes de dynamique, c'est-à-dire que plus une lame est légère, en général mieux elle va pénétrer sur des matériaux légers, et plus elle est lourde de par sa géométrie, plus elle va pénétrer sur des matériaux beaucoup plus lourds et beaucoup plus denses. Donc cette règle semble quasiment vérifiée, certifiée, de par tous les tests que j'avais fait avec le Okaze et le Sea-Wave de chez Dragon King lors de la review du Ikazuchi, que je vous invite à regarder si vous le souhaitez. On voit là, ça coupe pas du tout sur les bouteilles de plastique. On est en intérieur, ça avait pas coupé non plus avec les Ikazuchi et le Okaze. Il y a seulement le Sea-Wave qui avait réussi à couper, mais je ne sais plus s'il avait réussi à couper sans inertie. J'avais réussi à couper en revanche en extérieur des bouteilles de plastique vides avec et pleines d'eau avec le Ikazuchi. Là on peut voir que donc ça coupe très très bien sur du papier. Le tranchant de ce sabre est très très bien et il s'est très très bien conservé. Alors forcément plus je m'améliore dans ma pratique et dans ma maîtrise de mes coupes, moins je vais endommager les lames, plus elles vont rester neuves. C'est somme tout à fait logique. Et donc du coup, plus on progresse, plus les lames restent neuves. En coupant en domoté. Avec le bambou, je resterai sceptique parce que j'ai vu quand même la détérioration des lames, même avec un tranchant bien aligné. J'ai vu qu'on avait des détériorations très rapides sur le 1060. Vous avez pu voir ça sur les épisodes précédents quand j'ai fait les coupes sur bambou avec le sabre de chez Ronin Dojo Pro, le sabre altéré Prak Musashi Yarino Hanzo, et bien sûr le Okaze de chez Shiden qui a totalement brillé, détérioré mais brillé lors de ces 3 épisodes, enfin au moins d'un épisode, l'épisode numéro 2 sur la coupe sur bambou. De la performance du grand maître d'escrime chinoise Scott Amrodal, dont j'apprécie particulièrement sa performance avec shuriken, lancer de couteau et coupe sur bambou. On voit que ce soit en position assise, en coupe sur les genoux et en position assise, il a vraiment des caractéristiques vraiment incroyables. La première, bon, je vais en parler tout de suite, c'est le travail en intérieur. Et oui, parce que si vous travaillez votre bateau jutsu, votre bateau d'eau en intérieur avec un Yaito, ou vous avez, je sais pas, un dojo, comme ça peut être le cas au Japon, des fois il y a des petits espaces, et vous voulez travailler la coupe, et bien l'avantage d'avoir un sabre comme ça, c'est que vous n'allez jamais toucher le plafond. Parce que si vous voulez faire par exemple des kesageri en alignement bien, en déployant bien votre posture et depuis votre garde, et bien vous risquez de toucher le plafond. Donc ça c'est vraiment très embêtant. Et donc du coup, vous risquez d'endommager vos lames si vous rencontrez un objet métallique, je sais pas moi, dans du placo ou dans un faux plafond, il peut y avoir des objets métalliques, donc ce serait vraiment dommage. Le deuxième point, donc du coup, c'est que vous pouvez vraiment travailler en intérieur avec beaucoup de facilité. C'est une lame qui est plus courte, donc du coup, elle a une portée complètement différente. Elle a 15 cm à peu près en moins, 14-15 cm en moins d'une Nagasa par exemple pour ma taille. Et donc forcément pour quelqu'un qui serait encore plus grand, moi je fais 1m65, quelqu'un qui ferait 1m75, 1m95, ce serait une différence encore plus importante qui irait jusqu'à 20-22 cm à peu près. Donc c'est vraiment super intéressant. On peut pratiquer en intérieur en étant en sécurité sans rencontrer là le miroir, mon totem, ou si vous voyez le carillon qui est à ma gauche, il y a une barre en métal, donc il faut faire toujours attention. Avec les lames en acier, le tranchant éclaterait instantanément, le sabre serait foutu. Donc ce sabre en intérieur est très intéressant pour pratiquer, que ce soit en Yaido, si vous pratiquez avec un Shinken parce que vous êtes d'un niveau avancé et vous répétez vos coupes, en visualisant peut-être avec un omoté, un stand pour omoté par exemple, ou simplement si vous allez pratiquer carrément la coupe en mettant des protections sur les murs et des protections au sol avec une bâche éventuellement pour pas salir le sol puisqu'il restera toujours un petit peu d'eau dans les omotés. Donc voilà, ça vous permet de pratiquer la coupe
éventuellement en intérieur, par exemple face à un mur, si là je pourrais pratiquer, s'il n'y a personne d'autre dans un espace, moi je ne sais pas, entre 20 et 50 mètres carrés, ou même dans une pièce que de 10 mètres carrés, vous pourriez avec ce sabre pratiquer la coupe, donc au moins avec des Kasagiri, des Gyaku Kessa, et des Suihei, mais ça risquerait de rebondir sur les deux murs des côtés, et donc il faudrait pour cela les protéger, je pense. Voilà, donc ce sabre en intérieur est juste incroyable. On peut imaginer que un agent shinobi, donc, qui sont des agents qui réalisaient de l'espionnage, qui infiltraient un château, en étant en intérieur, avait un avantage considérable face à un sabre dont la nagasa était beaucoup plus longue, et donc qui pouvait facilement se protéger avant de récupérer des informations ou des documents officiels pour éviter des batailles, comme l'expliquait Bernard Bordas au début de cet épisode. Donc j'ai laissé l'interview que je trouvais vraiment pertinente pour ceux qui souhaitent en savoir un peu plus sur le contexte historique et réel de qui étaient les shinobi. Ces agents qui étaient des samouraïs, comme vous avez pu le voir sur mes premières phases de recherche, dont j'ai parlé dans les épisodes autour de Ghost of Tsushima et du sabre Ikazuchi. Voilà, le deuxième point super intéressant avec ce sabre, c'est qu'on peut voir que la saya est plus longue de 10 cm. Vous avez peut-être pu voir ça à la fin des mesures. Et donc, la saya annonce un sabre de taille réelle, ainsi que la tsuka. Et donc, la surprise pour un opposant dans une époque de Kenjutsu féodal, c'est que en l'occurrence, je dégainerai plus vite. Et donc, je toucherai mon opposant plus vite au niveau de la main ou au niveau de l'épaule ou ailleurs. Dans le cas d'une situation de survie comme c'était à cette époque-là, et des agents qui allaient tout seuls infiltrer des clans, et on peut imaginer qu'ils étaient seuls face à plusieurs adversaires, et leur objectif c'était survivre pour apporter l'information à leur daimyo. Donc le matériel qu'ils employaient devait être absolument extrêmement léger, en même temps ressembler à du matériel commun, pour ne pas éveiller les soupçons, et avoir une efficacité redoutable en termes de vitesse. Donc privilégier la vitesse pour pouvoir s'échapper rapidement et survivre. Donc je trouve ça très intéressant, cette différence par rapport au sabre habituel. Comme le Ikazuchi était une lame droite et que pour l'instant dans mes premières recherches, le sabre des shinobi ne pouvait pas, le ninjato n'a pu exister, car pour moi une lame qui ne coupe pas serait totalement inutile. Et d'autres chercheurs, dont Maître Kawakami et expert en shinobi réputé, tient le même discours. Le ninjato n'a jamais existé a priori, parce qu'il n'y a aucune trace dans les musées. Donc ce sabre semble pour moi déjà beaucoup plus réaliste entre un wakizashi et un katana, entre un 40 cm et un 70 cm, avec un 50 cm de nagasa, en termes de possibilités proches de ce que pouvaient sûrement utiliser des agents shinobi. Voilà, j'ai beaucoup travaillé depuis un certain temps la même technique que dans Aswachi, donc les dégainés et coupes avec tenue de tsuka inversée. C'est très délicat, c'est complètement différent, ça demande beaucoup de temps, de proprioception pour créer les automatismes corrects. Là on voit l'agilité, la dextérité, la rapidité des techniques qui est au moins de 30 à 40% supérieure à une lame plus longue. Effectivement, c'est très surprenant. À mon avis, ça aurait un avantage aussi considérable au corps à corps, c'est-à-dire à une distance de coup de pied, de Yokogeri ou de Maegeri. Donc un sabre qui permettrait de favoriser le combat au corps à corps, là où un sabre plus long serait beaucoup plus vulnérable. Inversement, effectivement, c'est délicat parce que comme la lame est plus fine, plus courte, elle serait plus vulnérable sur des blocages face à une lame très lourde. Voilà, on va passer au Suomonogeri. Suomonogeri, c'est l'évaluation du pratiquant, en l'occurrence moi-même. Donc, je m'auto-challenge en tant que pratiquant libre de bateau jutsu du style Toyama-ryu et d'autres styles dont je me suis inspiré. En l'occurrence, le style Toyama-ryu me semble le plus indiqué pour une pratique efficace du bateau jutsu allant direct à l'essentiel. Je me fixe des objectifs, un omote, un objectif d'une coupe avancée. Donc là en l'occurrence c'était Inazuma-giri, et pour moi, premier point, c'est un omote type Shenlong.
C'est un moté qui n'a pas plus de 5 cm de diamètre, donc très facile. Fibre entre du plastique et fibre végétale, donc je suis pas très friand de tout ce qui n'est pas complètement végétal. Déjà parce que ça pollue, et deuxièmement parce que le plastique sur les lames, je suis pas très fan. Je préfère tout ce qui est plutôt traditionnel, homoté et bambou. Je fais plastique seulement quand ça semble intéressant pour travailler sur des objets avec très peu de densité et pour vérifier des coupes avec peu d'inertie, peu de densité. Deuxième coupe, objectif, Gyaku Inazuma-Giri avec garde opposée, donc c'était Ida Ikamai, alors qu'avant c'était Migi Kamai. Là c'est troisième omoté, troisième objectif, toujours un Shenlong, donc assez facile les Shenlong pour les débutants, contrairement à un Mugen Dachi ou un Gozamat, et je dois faire entre 5 et 7 Nuki-Uchi contrôlés, sans erreur, et surtout, si je rate une seule fois, le point n'est pas acquis. Donc l'objectif, c'est de faire une succession que de Nuki-Uchi dont aucun doit être raté. Mon autre objectif sur ce travail review avec ce sabre, c'était le contrôle de mes trajectoires en évitant les gestes parasites, comme c'est le cas dans la fédération et les critères de notation des compétitions de Toyama Ryu Bato Jutsu. Donc j'ai réussi 7 Nuki-Uchi, donc 1 point. Bien sûr, tout ça est relatif. Je choisis des coupes complexes qui me semblent réalisables par rapport à mes capacités, par rapport à mon niveau, et en même temps qui me mettent en difficulté, c'est-à-dire que je suis à 80% de difficulté. J'aime bien cet exemple de Jesse Camp, grand karatéka que j'apprécie, donc vous connaissez sûrement sa chaîne YouTube, qui dit que pour progresser, il faut toujours être à 80% de difficulté. Je trouve ça totalement vrai, je dirais entre 60 et 80 selon les jours, mais c'est comme ça qu'on progresse, donc j'essaye de conserver des acquis et d'améliorer des coupes que j'ai déjà réussies, et ensuite essayer d'en rajouter une ou deux nouvelles au fur et à mesure quand je sens que c'est trop facile. Voilà, donc c'est ma manière de m'auto-challenger en bateau jutsu avec les différents sabres. Donc vous avez vu les 7 Nuki-Uchi, et là on passe à du Inazuma-Giri sur du Mugen Dachi. Alors tout de suite, ce que je disais s'avère totalement juste. J'ai observé que les lames de chez Yarino Hanzo sont très solides. Elles n'ont aucun souci. Je parle pour Araki et Shinobi Gatana. Je vais pas parler pour le Musashi Prak de chez Yarino Hanzo. Elles ont aucun souci sur les Mugen Dachi. Donc c'est des lames très solides. Même si j'aime pas du tout leur équilibrage, elles sont très solides, et ça c'est important de le souligner. Par rapport à ce qui s'est passé la dernière fois sur les Kazuchi, elles sont très solides. Donc là c'était Gyaku Inazuma-Giri, un corps sur du Mugen Dachi, et avant j'avais fait Inazuma-Giri, d'abord un Migi Kamai, ensuite Ida Ikamai. Là on est sur du Mizugaeshi, un corps, un point. C'est des lames pour moi très rigides. Je vais parler de celle-ci comme Araki. La différence c'est que celle-ci est plus courte, donc l'effet de marteau inversé de ces lames type que je qualifie de type C1, c'est-à-dire tout le poids réparti entre la Kashira et 20 cm max après la Tsuba, et moi ça me gêne beaucoup avec la garde que j'utilise, mais elles sont très solides. Donc hormis cette rigidité, il est important de souligner que ça passe nickel dans du Mugen Dachi, Kawasemi, un corps, un point, c'était très très propre, et même si on a moins de puissance avec une lame plus courte, effectivement la distance augmente la puissance, elle est raccourcie du fait d'une Nagasa moins importante, ça fonctionne très très bien. Baisse de concentration, erreur sur premier essai, et ensuite ça passe sur ce Gozamat avec Ushiro Mizugaechi, coupe très difficile, je trouve, toujours. Ça demande pour moi un maximum de concentration, de préparation physique, puisque c'est une double coupe à une main en dégainant, en Ukiuchi. C'est vraiment, ou en Katate Giri, c'est vraiment difficile. C'était Katate Giri là encore. Sur du Mugen Dachi, on voit même que j'observe que cette lame préfère les Mugen Dachi des omotés plus denses.
que des Omote, on va dire, moins denses, plus faciles, la plupart du temps sur des lames plus légères, comme le Gozamat. Donc c'est un gage de qualité pour la compétition, par exemple, puisque Mugen Dachi est quand même le standard pour la compétition en bateau jutsu, bateau do. Il y a eu quand même 2 points d'affilée sur le même Omote Mugen Dachi Ushiro Mizugaishi. Donc c'est quand même très impressionnant. Ça fait 3 Mizugaishi d'affilée réussis entre le Gozamat et ce Mugen Dachi qui ne souffre d'aucune faiblesse de pénétration avec cette lame Yarino Hanzo. Pour moi là c'est vraiment le jour et la nuit. Avec le Ikazuchi, on en parlera plus tard avec le Versus dans un autre épisode. Là vous pouvez voir que mon Sodesuri Gaishi est une catastrophe. Je n'arrive pas, ça fait 30 ans que je travaille, j'arrive pas à le passer, c'est pas grave. Je reprendrai plus tard quand j'aurai trouvé le chemin. Donc 0 points et les tentatives qui ont suivi n'étaient pas du tout grandioses non plus. Là on passe donc sur l'autre objectif, 2 coupes en Ukiuchi en Iten, suivi d'un double souillé avec 2 sabres. Donc c'est beaucoup plus difficile les Nukiuchi quand on est en Iten puisqu'on a 2 sabres, qu'on appelle le Daisho, parce qu'on a moins de puissance naturellement, et comme la lame est plus rigide, là, depuis mon ratage sur Sodesuri Gaishi, j'ai ma courbe d'endurance physique, musculaire, concentration, qui est en totale redescente. Donc je suis dans ma phase 2, la phase où en général, je suis dans le creux de la vague. Donc, 2 solutions, il faut avoir un mental d'acier et remonter le niveau d'énergie du corps pour que le mental reprenne le dessus sur le corps qui est en train d'affaiblir le mental. Donc je compte 0,5 points puisqu'il y a eu 9 tentatives pour 4 coupes, et alors qu'il aurait juste suffi de faire que 4 coupes et pas 9 tentatives. Et c'était Niten no Kiuchi x2 plus Nintendo Barai. Je pense que je suis beaucoup plus fatigué qu'avec le Okaze parce que c'est une lame beaucoup plus rigide, effet marteau inversé, donc ce que j'appelle en V au niveau de la répartition du poids de la lame et de la forge. Et ça me fatigue beaucoup plus vite que le Okaze, et elles font exactement le même poids. Donc là on a vraiment un exemple flagrant. C'est que même si la lame est super, elle va beaucoup plus vite me fatiguer dû à son équilibrage qui, pour moi, n'est pas compatible avec mon morphotype. Et je trouve juste qu'elle est très rigide. Mais je vous dis, pour le prix et tout ce qu'elle a fait de magnifique en Sumonogiri, je ne lui en tiendrai pas rigueur parce qu'elle a vraiment de grande qualité. Donc là, 2 Niten Mizugaishi réussis. Le premier était passable, convenable. Le deuxième était beaucoup plus net, mais c'est quand même encore 2 points. Stricto sensu, le premier est passé puisqu'il a quand même fait une coupe à 30-45 degrés, passant la ligne. Donc vous pouvez voir la section, elle est juste posée sur le stand. Et là j'ai eu un super feeling, donc j'ai pu reprendre le demi-point qui me manquait sur la coupe d'avant. J'ai pu faire la moitié du chemin. Et comme j'avais réussi à enchaîner les 2 premières de l'objectif du point d'avant, je le compte, puisque là c'était vraiment chouette. C'est pratiquement la même chose que Dobarai, c'est juste 2 Nukiuchi en Suihei. Donc je le compte comme un demi-point en récupération du point demi-réussi sur l'objectif précédent. Même si stricto sensu, on pourrait ne pas le compter. Donc là, les 2 lames se sont touchées, c'est un très mauvais signe. Mon corps m'a encore fait redescendre ma vigilance, ma proprioception et donc ma concentration. Donc ma posture était mauvaise, j'ai dégainé de la mauvaise manière et je me suis repris pour donner 100% sur cette dernière coupe avec un joli point. J'ai un peu trop tourné, donc montré mon dos. Sur un plan de Kenjutsu, ce serait complètement faux, sauf s'il n'y avait qu'un seul adversaire. Mais sur un plan de coupe pure, sur une fin de session, étant là vraiment très très fatigué, c'est extrêmement physique. Niten est 2 fois plus dur que Nukiuchi ou en Batodo, et Batodo est vraiment plus difficile et plus demande plus d'énergie musculaire que Tamashigiri.
Donc c'est vraiment très satisfaisant. J'ai 14 points sur 13 omotés. Ça fait un total de 21,5 si on compte tous les points possibles et imaginables. Donc ça nous amène à un deuxième mode de calcul. 1 point, 1 essai et seulement les doubles points inclus par omoté. Donc on compte pas les autres points, donc ça ferait du 16,9 sur 20. Et du 13,8 ou du 13,9 si on compte seulement 1 point par omoté avec un seul essai. Voilà. Donc là, vous pouvez voir tout ce que j'ai pu réaliser sur les 13 omotés. Vous avez le nom des coupes, les objectifs, la garde utilisée, le nombre de points et le nombre d'essais, le type d'omoté utilisé, donc tous les facteurs clés. Donc ça fait un 13,8 si on est très sévère, avec un niveau d'exigence maximum. Si on compte 1 point, 1 essai par omoté, c'est tout. Donc pour l'instant, comme j'ai dépassé le score de 20 sur 20 sur mon ancien système d'auto-évaluation, je vais passer maintenant au niveau médium dorénavant, si ça se passe convenablement, avec un sable qui fonctionne. Donc la Tsuka, pour moi c'est 8 sur 10, la taille c'est 8 sur 10, tenue 8 sur 10, solidité de matériaux 9 sur 10, sécurité 8 sur 10, design 9, qualité des matériaux 7, poids 8, santé pour les articulations 8, manœuvrabilité pour le Tamashigiri 8, rapport qualité-prix 8, la lame 9, Nagasa 9, acier 9, tranchant 8, poids 8, géométrie 8, poids répartition du poids 7, solidité 8, swing 7, Hammond 6, courbure 8 et rapport qualité-prix 8 sur 10. Bah oui, la courbe maintenant ça me semble un facteur important puisqu'on a vu qu'une lame droite pouvait ne carrément pas fonctionner ou très mal fonctionner, donc c'est devenu un facteur que j'ai inclus. La sécurité de l'assa 8, tenue 8, solidité des matériaux 8, design 8, qualité des matériaux 8, poids 8 et rapport qualité-prix 8. Donc on est vraiment sur un sabre qui est un total 8, c'est-à-dire que c'est au-dessus de bien, on rentre dans le vraiment bien. Vous avez pu voir les épisodes juste avant cette review, donc pour moi c'est un Practical 8, Tamashigiri 8, bateau de 9, Nitenichiro 8, rapport qualité-prix 8. Vous avez pu voir les épisodes précédents autour de la thématique de Ghost of Tsushima, le jeu vidéo, et vous avez pu voir que je l'ai utilisé de différentes manières, avec position en dégainant à partir du dos, comme la fantasy Shinobi le suggère, même si c'est pas a priori historiquement juste. Et donc vous avez pu voir qu'il y a eu des très belles coupes qui ont été faites en Ukiuchi également sur des petites sections d'omoté. Vous avez pu voir le Shinobi mode également, c'était des petites sections d'omoté coupées avec ce sabre, voilà. Donc conclusion, j'ai beaucoup aimé ce sabre. Un seul défaut et tellement de qualité que je pense que pour la pratique en intérieur, pour quelqu'un qui a un budget d'à peu près l'équivalent de son prix, c'est un sabre très intéressant. J'espère que cet épisode vous a plu. Ça a été un vrai plaisir de repratiquer dans des conditions normales à nouveau. Je vais bientôt vous proposer le versus, qui sera forcément très intéressant, versus Shinobi Gatana versus Ikazuchi. Je vous souhaite de rester en l'esprit focus, paisible et le corps en bonne santé. Et je vous dis à très bientôt sur un nouvel épisode sur la chaîne Running Hood.